Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, WWE SmackDown qui avait donc lieu à Savannah. Moi je crois que c'était un prénom. Bon écoutez, des fois, il y a des choses que vous ne savez pas. Comme quoi, ce n'est pas un prénom, c'est tout simplement une ville. Alors me demandez pas où c'est, moi la géographie et moi on est un peu fâchés. Et donc il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu 2 matchs qualificatifs pour le Money in the Bank. Il y a eu un homme juste au-dessus là qui a discuté avec nous. Il y a eu également un match main event. On va y revenir bien évidemment pour les ceintures par équipe de la WWE. Et puis bien évidemment il y a eu d'autres matchs qu'on reviendra bien sûr. Alors on va commencer tout de suite avec l'homme qui est juste derrière moi. Je veux bien sûr parler de R-Truth. Alors, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai vu débarquer R-Truth, enfin, quand on m'a annoncé que R-Truth allait s'exprimer, j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Je me suis dit, putain, alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que R-Truth a le chic, il faut quand même le dire. Alors, je l'ai expliqué notamment. R-Truth a le chic d'être un empêchant. Comme je l'ai expliqué, c'est un peu le Eugene 2025. Et là, je me suis dit, oh purée, il va me sortir un speech nullissime. À la mode, je vais faire rire tout le monde. Et il n'y aura rien de sérieux. Littéralement, il sera capable de faire ce qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire inverser, dire même à la limite qu'il affronte pas John Cena, mais qu'il affronte, je sais pas, qui c'est qui ressemble à Kurt Angle, j'en sais rien, ou d'autres personnes concrètement. Et là, je me suis dit, waouh, ça risque d'être chaud. Je me suis beaucoup posé de questions, et finalement, j'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire que R-Truth est arrivé et il a sorti un speech qui a du sens, mais et qui est en rapport finalement à ce qu'arrive John Cena. En fait, R-Truth nous a expliqué l'une des raisons, parce qu'il y a d'autres raisons qui nous a été explicitées, mais pourquoi John Cena est devenu comme ça. Et il est revenu notamment, et ça c'est bien, parce que, en fait, qu'on a essayé de comprendre, les gens disaient, mais toujours, la caricature qu'on disait toujours, c'était de dire, R-Truth, comment il peut être... comment John Cena peut être son héros d'enfance si, au final, le mec est plus âgé que John Cena. C'est souvent cette private joke qu'on avait. En fait... C'est pas ça qu'il voulait dire. Parce que, oui, de manière déguisée, en fait, on essaie de dire quoi au final? On essaie de dire, en fait, R-Truth, c'est tous les fans de John Cena, tous les John Cena, tous les enfants de John Cena, qui, au final, quand ils parlent, en fait, c'est tous ces enfants qui sont en train de parler. Tous ceux qui ont crié Let's Go Cena à un moment donné, qui a sorti le Never Give Up, le Hustle, Royalty, Respect, le Rise Above Hates. Donc, R-Truth, au final, représente ces gens. Mais ce qui est subtil, c'est qu'il le réadapte finalement à ce qu'il est. Il dit notamment, voilà, moi et John Cena, en fait, on était amis. Et là, tu te dis, ah, c'est intéressant. Parce que oui, au début, on disait, ouais, John Cena, c'était son frère, c'était son brother, c'était son poteau, c'était son compagnon d'armes. C'était son modèle au final, c'était son héros. Et au final, tu te dis, c'est pas déconnant au final. R-Truth peut se dire, à un moment donné, gimmickment parlant, j'entends, qu'il a vécu des moments difficiles. Et ce qui lui a permis de porter les choses, c'est John Cena. Plutôt les créneaux de John Cena. Comme bon nombre de personnes. Moi, je sais pas si vous aviez déjà vu cette vidéo... John Cena, en fait, il arrive et il y a des personnes, en fait, c'était pour mettre en valeur le Never Give Up. Et il s'avère que vous avez plusieurs, vous avez notamment, je crois, le premier qui vient, c'est une dame
Et elle t'explique qu'il avait un cancer, elle souffrait d'un cancer. Et au final, ça l'a affecté énormément, parce que forcément, vous savez ce que c'est, cette saloperie de merde. Mais au final, John Cena lui a apporté cette qualité, c'était de dire que tu ne devais pas abandonner quoi qu'il arrive. Il y a une autre personne, je crois, qui a une histoire d'obésité. Elle devait... En fait, à chaque fois, on leur disait, même si on te dit que t'es de la merde, tu n'abandonnes jamais. Et notamment, bah, c'était le credo de tout ça. Et là, John Cena a exactement... Et R-Truth, en fait, a dit exactement ça. Et il dit notamment... Moi avant, moi et John, on s'entendait super bien. On avait... Et puis bizarrement, il dit... En fait, il explique un truc qui est... qu'on savait, mais qui n'a jamais été mis en valeur. C'est de dire... Si John Cena est devenu ce qu'il est aujourd'hui... Léo, il dit, c'est pas John Cena c'est pas John Cena le problème, c'est le pouvoir. Et il a raison, parce qu'il parle d'ego, il parle de tout ça. Et au final, ça donne un speech très cohérent. Parce que oui, en effet, si John Cena vous savez, on dit toujours, vous savez, moi, d'ailleurs, je regardais une vidéo hier, d'ailleurs, je vous raconte ma life, hein, sur Star Wars, et notamment... la force et le côté obscur de la force. Et en fait, tu te rends compte... Attendez, je fais beaucoup de bruit avec mon micro, là, ça va vous gêner. Et au final, tu te rends compte que la force, bon, les Jedi, et le côté obscur de la force, c'est tellement... Mais c'est tellement un petit fil qu'il ne faut pas grand-chose pour y aller. Regarde, par exemple, Luke Skywalker. Bah, tu te rends compte que, et souvent c'est des sentiments qui sont des sentiments normaux, la colère, la peur, la tristesse, etc., qui te font aller vers le côté obscur. C'est-à-dire que c'est ça qui t'amène à là. Et John Cena, dont on pensait qu'il était vacciné par rapport à ça, que jamais il aurait eu la peur, peut-être qu'il avait peur de ne plus être champion, peut-être qu'il avait peur de finir sa carrière dans un anonymat, pardon. Peut-être que c'est ça qu'il a, et c'est ça que dit R-Truth. En fait, il a eu le besoin de pouvoir. Il a eu besoin, et au final, bah, en fait, et ce pouvoir l'a désolidarisé, nous l'a enlevé. Et c'est vrai, il a raison. Il a raison, R-Truth. En fait, R-Truth dit tout simplement que si John Cena est devenu ça, c'est parce qu'il a abandonné ce qu'il était et il a embrassé le côté obscur de la force. Et là, tu es là, tu te dis, mais c'est vrai. C'est con parce que tu te dis aussi, non mais attends, on parle de John Cena quand même. Oui, alors, John Cena reste un homme, reste un être humain qui peut à un moment donné se dire, si je ne peux plus utiliser mes valeurs, eh ben je vais abandonner ces valeurs pour devenir ce qu'il est. Et encore une fois, ça revient à ce que je vous disais depuis le début. Pourquoi ça n'a pas été explicité plus clairement? Pourquoi John Cena ne l'a pas expliqué? Vous savez, en fait, John Cena l'explique, mais pas... pourquoi c'est R-Truth qui nous l'explique ça? En fait, il aurait fallu que John Cena nous l'explique en disant, moi, tu sais, en mettant en valeur notamment ce qu'il avait dit sur le Rock. À une époque, il avait dit que le Rock, bah, il avait abandonné les fans de la WWE. Et puis par la suite, John Cena s'était retourné en disant, non, c'est vrai que j'avais peut-être un peu... peut-être que c'était là que ça avait commencé un petit peu. Parce qu'il s'est rendu compte bah, que finalement, le cinéma restait un moyen aussi de se faire connaître. Le pouvoir, quoi qu'on le veuille ou non. Parce que quand vous êtes connu, bah vous devenez quelqu'un. Et oui, c'est pour ça que quand John Cena dit ça, je suis quand même globalement d'accord. Enfin, mais il ne le dit pas totalement. Et R-Truth vous l'explique. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne vais pas vous mentir, moi, j'avais pas du tout l'intention de suivre le Saturday Night Main Event. Et bah, ce segment m'a donné envie de le regarder.
Et là, par contre, il va falloir, le match doit être à la hauteur de ça. Il faut pas que il faut pas que R-Truth, à un moment donné, il y a eu des choses qui ont été dites. Il faut pas que R-Truth, ils se disent, bon bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, après je vais redevenir le demeuré de service. Le mec, il est arrivé, il a parlé en mode serious business, il nous a expliqué pourquoi il l'affrontait. D'ailleurs, il dit cette phrase, si je dois, John veut prendre le catch, le wrestling, et pour l'empêcher, je dois sauver John Cena. La question, c'est est-ce qu'il le peut? Ça va être la grande question. Et là, il l'a dit, hein, si je dois te frapper, je n'hésiterai pas. On verra demain. Voilà. Et après, voilà ce qu'il en est. Mais, en tout cas, cette rivalité me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu des vainqueurs, donc des qualifiés, pardon, des Money in the Bank. Donc, on a eu Julia pour les filles. Et on a LA Knight pour les garçons. Les deux matchs sont bons. On va vous le dire, voilà, les deux matchs sont bons. Il n'y a rien à jeter sur ces deux matchs. Moi, honnêtement, je prends une mention plus pour les filles parce que je trouvais que le match était plus agréable. Big up d'ailleurs à Zelina Vega qui a vraiment fait un spectacle assez intéressant. Pour les garçons, je suis assez surpris du résultat. Je ne suis pas certain que LA Knight a besoin d'avoir ce match pour le Money in the Bank. On avait Aleister Black. En fait, et là c'est quand même bizarre parce que je vais vous donner la liste des participants pour le Money in the Bank, littéralement. Les filles et les garçons. D'ailleurs, les filles ont une certaine cohérence, mais pas les garçons. Donc, on a pour l'instant deux participants, donc on peut imaginer. On a Solo Sikoa et LA Knight. J'ai l'impression que la WWE a pour objectif de faire un duel un peu plus vétéran pour les garçons. Et l'autre côté, on a Alexa Bliss, qui est un peu la vétérante. Rhea Ripley, je pense qu'on le sait, hein, c'est la blessure de Zoe Starks qui fait que, concrètement, Rhea participe, parce que sinon, ça aurait été Kairi Sane. Il y a Roxanne Perez et Julia. J'ai l'impression que la division féminine veut mettre en valeur un petit peu les anciennes gloires de NXT. Les nouvelles, ceux qui sont arrivés, les acquisitions de NXT. De l'autre côté, on a l'impression qu'on veut prendre plus, alors pas des vétérans, mais disons qu'on veut mettre en valeur des personnes qui sont déjà posées. Solo Sikoa a eu une année 2024 plutôt intéressante. LA Knight est quand même un lutteur qui tourne autour du titre mineur depuis quelques temps. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est un parti pris que je trouve, après quand tu fais le tri, tu te dis, c'est vrai qu'Aleister Black, moi je me serais dit pourquoi pas. Aleister Black était plutôt une bonne idée. Maintenant, ça pour ceux qui... Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ouais, mais Rhea Ripley, pourquoi elle n'a pas pu recevoir le tombé ?» C'est parce que tout simplement, si vous regardez tous les matchs que vous avez eus, en fait, tous les matchs, Solo Sikoa fait le tombé sur Rey Fenix parce que Rey Fenix est concrètement... n'a pas d'objectif, entre guillemets, et Solo Sikoa fait le tomber sur Shinsuke Nakamura parce que la WWE n'a pas de plan sur lui. Après, la question que je me pose, c'est pourquoi n'avoir pas produit la même chose du côté de la WWE avec finalement les garçons. Moi, je vais prendre le cas concret. Un Aleister Black, moi, m'aurait bien plu. Et après, c'est vrai qu'on a Jimmy Uso, Solo Sikoa et Rey Fenix. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de vétérans. On a l'impression d'ailleurs que les filles ont plus de petits jeunes intéressants, alors que les filles, les garçons en ont moins. C'est un peu étonnant. Voilà. Donc, mais en tout cas, moi, en tout cas, si vous me demandez ce que j'ai envie de suivre, parce que quand même, on va finir avec ça, les qualifications sont quand même plutôt surprenantes. Charlotte Flair qui perd, Becky Lynch qui perd, c'est quand même assez impressionnant et ça me donne un sacré mystère, pour ainsi dire, parce que là, on va avoir un nouveau match qui va avoir lieu, puisque Jade Cargill, Naomi et Nia Jax vont participer au Money in the Bank. Je crois que Bianca Belair va pas être très très loin non plus.
On va voir. Mais en tout cas, si Jade Cargill, Naomi et Nia Jax, la personne qui gagne, c'est Naomi. Enfin, je pense que de toute façon, ça sera Jade Cargill, Nia Jax. De toute façon, c'est toujours comme ça. Naomi va recevoir le tombé. Il faudrait pas être étonné que ce soit Jade qui gagne. On suit la logique. Parce que Jade, parce que Nia, je la vois pas, on va dire, monter sur une échelle. C'est pas pour lui manquer de respect, c'est que je la trouve pas assez à l'aise avec une échelle dans les mains. Ou même sur une échelle. Voilà. Donc après, on a eu ça. Alors, le main event. J'ai bien aimé le main event. Alors vous allez me dire, putain, t'es casse-couille, toi. Je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Non, t'arrêtes pas de dire que t'aimes pas les matchs où il n'y a pas de rythme, où voilà, c'est un peu à sens unique, et là c'était un peu à sens unique, et là ça t'a plu. En fait, c'est pas ce qui m'a plu, c'est que j'ai beaucoup aimé l'approche du match. Dans le sens où la WWE s'est dit quoi? On a déjà fait un match entre les deux équipes. On va pas faire la même chose. Ce serait débile. Donc là, ce qu'ils se sont dit, on va faire un match qui, pour ainsi dire, va vous permettre d'avoir un style différent. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont fait des Street Profits une équipe beaucoup plus dure parce que les Street Profits se sont dit on ne peut pas continuer comme ça éternellement, il faut changer quelque chose. Et au final, la WWE a donc misé ça de cette façon-là. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Ensuite, on a eu quand même aussi un tour d'honneur des équipes. Les MCN, les Motor City Machine Gun étaient là, les DIY avec notamment, et on va y revenir après, la présence, peut-être on peut d'ailleurs en parler maintenant, la présence de Candice LeRae, qui est quand même une continuité. On sait que Candice est la compagne de Johnny Gargano, donc c'était quand même pas une surprise en soi, donc de pouvoir les faire venir. On va parler un petit peu des Wyatt Six. Alors, la date qui a été choisie n'était pas déconnante en soi, puisque les Wyatt Six ont été choisis pour leur retour, puisque c'était tout simplement l'anniversaire de Bray Wyatt. Bray Wyatt est né le 23 mai 1987. Dans l'idée, moi je dis, ok, pourquoi pas? Maintenant, pourquoi cette intervention là? Vous allez me dire, mais non messieurs, tu viens de le dire, c'est parce que c'est le 23 mai 1987. Oui, mais leur intervention au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les champions par équipe les intéressent, mais ils sont 4. Moi j'aurais préféré à la limite, je vous dis la vérité, qu'on fasse un match simple et que finalement il y ait une intervention des Wyatt Six. À ce moment-là, on sait qu'Alexa Bliss, avec sa poupée, tourne un peu autour. D'ailleurs, je pense pas qu'elle aura... enfin, si tu intègres Alexa Bliss, tu enterres Nikki Cross. Donc, c'est un peu compliqué. Et le truc, c'est que leur présence, j'ai un peu peur, je vous le dis, que ce soit une intervention plus easter egg, entre guillemets. Parce qu'il y a eu Bray Wyatt. Mais le problème, en fait, et je le redis encore, tu peux pas tout... En fait, le problème, c'est que en 2006, je vais reprendre les choses comme vous l'expliquez. En 2006, quelques mois après le décès d'Eddie Guerrero, Rey Mysterio avait décidé de porter... En fait, Rey Mysterio avait été désigné pour porter l'histoire de la famille d'Eddie Guerrero. Parce qu'en fait, la storyline qui a été proposée par Eddie a été transmise finalement à Rey Mysterio. Ce qui fait que Rey Mysterio a remporté le Royal Rumble et par la suite a remporté en 2000, donc à WrestleMania 22, le titre de champion du monde poids lourd. Il l'a détenu puisqu'il y a eu JBL et par la suite donc il a eu cette trahison avec King Booker qui finalement voilà. Et ça a entraîné finalement la rivalité avec Chavito Guerrero. C'est pas déconnant en fait parce que tu avais Eddie qui tournait autour de tout ça. D'ailleurs, Vicky Guerrero traînait aussi. Et on le sait, Rey Mysterio souffrait d'ailleurs des ligaments, je crois. Et ça a duré. Donc moi, j'ai trouvé ça peu déconnant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Parce que pourquoi?
Parce que au final, cette histoire avec Eddie, c'est une histoire qui a été bien amenée. Et donc, et d'ailleurs, on n'a pas fait, ça, il y avait d'ailleurs la lowrider qui a été utilisée, des trucs comme ça, donc c'était bien. Le problème, et c'est ça que je veux mettre en valeur, c'est que les Wyatt Six, bah, en fait, il y a des références à Bray Wyatt, mais le problème, c'est que ils veulent, entre guillemets, une Wyatt Family, mais il manque quelque chose. Et je l'ai toujours dit, cette équipe veut bien faire, et on n'a pas de souci par rapport à ça. Je suis pas en train de dire que les Wyatt Six, c'est 5 clampins qui savent pas gérer leur truc. C'est qu'en fait, Bo Dallas, ici présent, qui est le frère de Bray Wyatt, bah, le problème, c'est que Bo, il sait pas Bray Wyatt. Eric Rowan qui est là, c'est bien, mais c'est juste un hommage. Joe Gacy, Dexter Lumis, Nikki Cross, il manque quelque chose. Et je pense que l'erreur de la WWE, c'est de se dire, on va continuer à faire référence à Bray Wyatt. Parce qu'au final, on a l'impression que c'est plus un hommage, et ça pose... Là, l'intervention des Wyatt Six, bah les gens vont se dire quoi? C'est un cadeau, c'est un hommage à Bray Wyatt. Tout le monde est content. C'est vrai, et je vous dis encore une fois, c'est bien. Mais on parle de quoi? On parle de... Mais ça apporte quoi au final? Rien. Parce que ça se trouve la semaine prochaine, bah, ils vont être pour les ceintures par équipe. Mais ils sont 4. On choisit qui? Qu'est-ce qu'on fait des 2 autres? Qu'est-ce qu'on fait de Nikki? Ça fait quand même beaucoup quand même. Voilà. Après, dans l'idée, bon anniversaire Bray, j'espère que tu nous écoutes. Et voilà. Et on va terminer, bien sûr, alors on va parler un petit peu de Candice, qui a donc... Candice, je suis pas étonné. Parce que Candice, c'est quand même pas... Candice avait plus vraiment de plan. Donc, à un moment donné, comme il n'y avait plus réellement de plan, Candice a concrètement... C'était quand même pas une surprise en soi. Bon, JC... Alors, attendez que je vous donne son nom parce que j'ai oublié. JC... Pourquoi ils ont changé le nom? JC Matteo. Parce que Jeff Cobb, ça suffisait largement. Pourquoi tu le fais baptiser JC Matteo? Vous avez compris? Pour moi, Jeff, voilà. Mais en tout cas, bon, la victoire face à Jimmy Uso n'était pas vraiment une surprise puisque JC faisait son premier match. Ouais, pas plus d'avis que ça. Ouais, ça permet d'avoir une relation, on va dire. Mais comme la semaine prochaine, il y a Jacob Fatu qui sera là. Donc voilà ce qu'il en est. Et pour le match entre B-Fape, etc. Ouais. B-Fab, à un moment donné, on le sait, hein, elle a un catch compliqué. Donc forcément, ça se ressent. Donc il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce show? Il y a à boire et à manger, en fait. On va dire que les principaux matchs ont été de bonne qualité. Honnêtement, les 4 matchs que j'ai vus, le main event, les 2 Money in the Bank et le segment de R-Truth, moi j'ai rien à dire. Honnêtement, moi j'ai plutôt apprécié. Les matchs un peu, comment dire, les matchs pansement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais voilà. Après, est-ce que je vous le recommanderais? Oui. C'est un show très correct, très bon, plutôt bon. Voilà, on va pas... Je suis pas là pour les allumer plus que ça. Maintenant, si je devais faire une hiérarchie, je mettrais NXT en premier, qui pour moi a vraiment fait plus de belles choses. SmackDown en deuxième et Raw en troisième. Mais concrètement, j'ai pas le sentiment. En fait, j'ai l'impression, et ça c'est quand même grave, que les Triple Threat cachent un peu tout ça. Alors c'est une stratégie, hein. Mais j'ai pas le sentiment que les Triple Threat mettent plus en valeur. J'ai l'impression qu'ils cachent un peu les problèmes. Et ça, c'est un problème. Voilà. Je vous invite bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de ce show, de la semaine, de tout ça. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. C'était cool. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, bien évidemment, le Saturday Main Event ne sera pas commenté. Déjà parce que j'ai mal à la gorge.
c'est par là. Je crois d'ailleurs il y a un show de la AEW, mais le show de la AEW est dimanche. Vous m'avez déjà vu commenter dimanche, vous? Enfin dimanche, quand je dis le dimanche, vous avez déjà vu commenter lundi, vous? Non, voilà. Donc, a priori, on devrait... surtout qu'il y a Battleground et AEW... Ah, c'est 26 mai. Ah bah c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a Battleground ce week-end. Il y a Battleground et AEW Double or Nothing. Ça m'intéresse beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai... J'ai pas commenté à 3h du matin, mes voisins vont me tuer. Et d'ailleurs, je travaille le lendemain. Mais ce que je vais faire, peut-être... Je vais vous proposer, peut-être... Alors, je vais essayer de vous proposer un show sur deux. Mais ne soyez pas non plus trop exigeant. Hein. J'ai qu'une bouche. Hein. Et je peux commenter qu'un show. On verra ce qu'il en est. D'ailleurs, dites-moi lequel vous préférez, un Battleground ou Double or Nothing. Dites-le moi. Si vous préférez Battleground, bah, vous mettez Battleground. Si vous préférez Double or Nothing, mettez Double or Nothing. Je vous commenterai ça. Ça sera sur Dailymotion. Ah, n'hésitez pas, bien sûr. Ça sera sur le WordPress également. Donc, vous allez sur le WordPress et vous verrez tout ça. Merci à vous. Gros bisous tout le monde. Et on se retrouve très vite. Ciao!